Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio avec notre invité. Je vous rappelle que ce matin nous recevons André Kani Afanou. Il est le directeur exécutif du CACID. Bonjour André. Bonjour Junior, bonjour aux deux confrères et puis bonjour à nos compatriotes. Oui. Alors, la plateforme Vérité, Justice et Réconciliation a organisé la semaine dernière un débat citoyen à l'hôtel Idaoba avec des hommes politiques et aussi des leaders de la société civile. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire davantage ce que c'est, pourquoi vous avez initié ce genre de débat sur les termes que sont les réformes politiques et aussi la décentralisation? Non, je crois que nous sommes partis du principe selon lequel il y a un certain nombre de thématiques dans l'actualité togolaise à propos desquelles il y a des clivages au sein de la classe politique. Et donc nous qui sommes les citoyens de la société civile, même vous des médias, de temps en temps, vous avez des discussions en aparté ou même dans un certain nombre d'espaces où les hommes politiques viennent vous donner leur point de vue. Nous avons estimé que malheureusement dans notre pays, quand vous prenez la télévision nationale aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'il n'y a plus de débat véritablement contradictoire. Même sur les médias privés, des fois, on vous dit qu'on invite un leader de telle tendance qui ne vient pas et parce qu'il ne veut pas faire face à un autre leader. Donc, à partir de ce moment, nous nous sommes dit que pour avoir notre opinion sur des thématiques essentielles, à savoir les réformes politiques et institutionnelles et la décentralisation, c'est important que ces acteurs puissent nous faire l'honneur d'être tous sur un plateau et que nous puissions les interpeller. Donc, l'intérêt de ce débat, c'est que nous avons pu connaître la position d'un certain nombre de partis politiques sur les problématiques qui clivaient la société togolaise. Et non seulement nous avons pu connaître ces positions-là, mais nous avons pu les interpeller, leur poser des questions, leur demander des clarifications, de sorte qu'au final, en tant qu'acteurs de la société civile, nous puissions nous dire, ok, après avoir écouté tel, voici de notre point de vue ce qui est bon pour le peuple togolais. Et ce débat, je terminerai avec ça, s'inscrivait simplement dans une perspective de contrôle citoyen de l'action publique. Vous savez qu'au terme de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les citoyens ont le droit de choisir ceux qui vont les diriger. Mais le corollaire de ce droit, c'est que lorsque quelqu'un est choisi, la personne doit rendre compte à intervalles réguliers aux citoyens. Ce compte rendu se fait à travers le Parlement, à travers les médias. Malheureusement, dans notre pays, par exemple, le chef de l'État n'est pas habitué à faire des conférences de presse. Mais nous avons pensé que avoir le privilège de recevoir sur un même plateau le parti au pouvoir, le parti de l'opposition et d'autres partis, pouvait effectivement nous permettre de contrôler, si cela était permis, l'action qu'ils sont en train de mener et éventuellement de leur proposer des suggestions pour ce qu'ils ont comme perspective. Alors, à l'issue de ce débat, est-ce que vous avez tiré des conclusions, vous avez une idée sur la position des uns des autres en ce qui concerne la question des réformes politiques qui donc continuent pas à secouer notre classe politique depuis plusieurs mois? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, nous avons clairement, quand nous invitions les différents responsables, encore une fois, on voudrait les remercier. Parce que rien ne les obligeait à venir. Moi, j'ai eu la chance personnellement de discuter avec les premiers responsables de certain nombre de partis politiques qui ont dit l'exercice, il est bon, nous voulons nous soumettre volontiers. Notre espoir, c'est que pour le prochain exercice, qu'ils puissent continuer par venir éclairer les citoyens sur la pertinence des actions qu'ils sont en train de mener. Donc, je peux, sans trahir des secrets, dire que si ça se passe bien en juillet, nous ferons la deuxième édition des débats publics où les politiques ou les membres des institutions de la République seront face aux citoyens. Maintenant, il y avait deux thématiques essentielles par rapport auxquelles nous voulions clairement savoir qu'est-ce que l'ANC pense, qu'est-ce que UNIR pense, qu'est-ce que le CAR pense. Cette thématique, la première thématique, c'était les réformes politiques et institutionnelles. Et les débats qu'il y a dans notre pays, sur les réseaux sociaux, sur les médias, dans la presse, depuis la semaine passée, ont essentiellement été suscités par le fait qu'un parti comme UNIR a clairement dit que pour lui, l'accord politique global est caduc. Cette position-là, je pense que c'est l'une des premières fois que cette position a été aussi clairement exprimée. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes satisfaits. D'autres partis, naturellement, ont réagi en disant que l'accord politique ne pouvait pas être
caduques. Maître Isabelle Amégawi, Maître Apévan, le responsable de Adi et d'autres. Donc, ils ont eu le mérite, effectivement, de donner eux aussi leur position. Et nous, au niveau de la société civile, on les a interpellés. Sur la question de la décentralisation aussi, où, après l'intervention du chef de l'État face au chef traditionnel, on a beaucoup estimé que le processus de décentralisation venait de commencer. En réalité, il n'y a pas d'action concrète qui a déjà été menée à ce jour. Donc, chaque parti, sur cette question-là aussi, nous a expliqué quelles sont leurs positions de façon concrète, les avancées qu'il y a, quelle est l'appréciation qu'ils ont par rapport à ces avancées-là, et quels sont les défis qu'il y a à relever. Si on veut que le processus de décentralisation soit mené, un, de façon inclusive, et deux, si on veut que ce processus réussisse. Donc, nous sommes plus que satisfaits que ces partis aient pu nous donner leur position. Et au final, effectivement, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, et même vous, je crois, des médias, vous avez une idée claire, et dans vos analyses, vous saurez alors, au regard des positions clairement exprimées, qu'est-ce qu'il faut proposer. Parce qu'en réalité, on ne le dira jamais assez, le chef de l'État, le Premier ministre, les responsables de l'Assemblée nationale et les responsables des institutions, ils y sont en réalité par délégation de pouvoir. C'est-à-dire que c'est nous qui, en 2015, avons été mobilisés. Ils sont allés sur le terrain, ils ont dit, votez pour nous. Si vous votez pour nous, voici ce que nous allons faire. Et donc, c'est nous qui avons le devoir de dire, ok, ce que vous êtes en train de mener comme action, ça nous satisfait. Ou bien, nous aurions aimé que vous proposiez d'autres réorientations. Et donc, nous, en tant que citoyens, c'est vraiment aussi un devoir, c'est sans complexe, que tous les citoyens doivent reconnaître que lorsque le chef de l'État Faure Gnassingbé dit quelque chose, ils ont le droit de se prononcer dessus. Parce que généralement, dans notre pays, au regard de l'histoire politique que nous avons eue jusqu'en 1990 et un peu avant 2005, il y a quand même à certains niveaux des gens qui ont toujours peur d'exprimer leur opinion. Il y a des gens qui ont toujours l'impression que s'ils donnent leur opinion, peut-être l'administration dans laquelle ils travaillent ou l'institution qui leur donne des contrats va les leur couper. Donc moi je pense que la bonne nouvelle que nous voulons donner simplement à nos compatriotes, c'est qu'ils ont le devoir plutôt de se prononcer à intervalles réguliers. Vous voulez libérer la parole? C'est pas nous qui voulons libérer la parole. La parole est déjà libérée avec la Constitution de 1992. Mais les gens sont réticents. Oui, donc nous voulons simplement dire que depuis 1992, le peuple togolais a fait un choix clair. C'est d'avoir ce qu'on appelle un état de droit. La définition la plus basique d'un état de droit, c'est un état où tout le monde est assujetti à la règle de droit. C'est qu'il y a des règles qui sont là, que le président Faure Gnassingbé, le président de l'Assemblée nationale, les partis politiques, les leaders de l'opposition, ils sont obligés de respecter. C'est très important. Et donc chacun de nous doit maintenant prendre la Constitution et les différents textes qui régissent nos institutions. Et s'il y a un niveau où la Constitution donne un devoir au chef de l'État, notamment par exemple le devoir de déclarer son patrimoine, notamment le devoir de rendre compte devant l'Assemblée nationale en prononçant un discours sur l'état de la nation. Si le chef de l'État ne le fait pas, nos compatriotes ont le droit de l'interpeller, de lui écrire des lettres ouvertes ou de lui demander pourquoi il ne le fait pas. Autrement, l'exemple ne viendrait pas d'en haut. Et si l'exemple ne vient pas d'en haut, mais ne soyons pas étonnés que par exemple lorsque les enfants vont à l'école, que le niveau de tricherie soit élevé. Parce qu'on ne promeut pas le bon exemple. Donc j'ose croire simplement qu'à travers son discours de campagne, à travers les différentes interventions publiques, le chef de l'État dit « je veux garantir un environnement où les Togolais sont véritablement libres ». Moi je pense que nous devons simplement rentrer dedans et user de cette opportunité-là. Oui, André Afanou, nous apprécions à sa juste valeur ce que vous faites pour que les populations puissent prendre conscience un peu de leurs droits et de leurs devoirs vis-à-vis de ce pays. Mais qu'est-ce qui, selon vous, est en train de plomber l'action de la société civile? Il faut regarder dans le rétroviseur et voir que ce que cette société civile fut hier, ce n'est pas forcément ce qu'elle est aujourd'hui. Suivant vous, en toute âme et conscience, qu'est-ce qui a pu entre-temps entraver le bon élan que cette société civile avait prise? Non, moi je ne vais pas avoir Je suis un acteur de la société civile moi-même. Oui. Donc on ne peut pas être jugé parti. Ce que je peux dire, c'est que non seulement la société civile togolaise, mais les syndicats, les médias, parce que nous n'avons pas un environnement favorable à la bonne gouvernance et à la démocratie. Parce que nous n'avons pas un environnement où les gens sont reconnus sur le mérite. Parce que nous n'avons pas un environnement où lorsque quelqu'un commet une faute, les institutions de l'État, notamment la justice, l'Assemblée nationale, l'interpellent et effectivement prononcent les sanctions nécessaires. Et bien les gens ont l'impression qu'il faut soit se ranger derrière le parti au pouvoir, unir en l'occurrence,
ou derrière l'opposition, de sorte que si je veux un avantage, clairement, un des barons qui est mon parrain va me donner cet avantage-là. Même chose au niveau de l'opposition, il y a un certain nombre de collègues de la société civile qui peuvent se dire, si je m'engage aux côtés de l'opposition, lorsque cette opposition viendra au pouvoir, elle pourra alors me donner moi aussi des avantages. Maintenant, de façon plus générale, je disais qu'en réalité, de mon point de vue, la société civile n'a pas un problème particulier que d'autres composants de notre société n'ont pas. En ce qui nous concerne, nous essayons dans la mesure du possible d'être objectifs dans nos prises d'opposition, de ne voir que les principes et de ne pas être partisans. Les gens pourront apprécier en fonction de nos prises d'opposition par rapport à chaque thématique. Ils diront tantôt qu'on est du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition, mais nous essayons dans la mesure du possible de ne pas avoir donc de chapelle. Ce que je voudrais dire, c'est que n'analysons pas seulement ou ne stigmatisons pas l'action ni des médias ni de la société civile. Notre société a des problèmes structurels. Ces problèmes structurels-là auraient dû être réglés avec la mise en œuvre des réformes de l'accord politique global. Parce que si ces réformes structurelles sont faites, il n'y aura pas alors de mesures qui seraient de la cosmétique. Il y aurait des mesures profondes. Souvenez-vous que par exemple, quand vous visitez l'histoire des États-Unis et que vous voulez être président de la Federal Bank, la réserve fédérale américaine, on étudie votre curriculum vitae. On vous interroge devant le Congrès et on vous demande quel a été votre passé, quelles sont les ambitions que vous avez effectivement pour la réserve fédérale et dans quelle mesure, si vous prenez cette institution-là, les États-Unis seront encore plus prospères et plus influents dans le monde. La question fondamentale est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, la constitution togolaise de 92, est-elle modifiée après? Le fonctionnement des institutions prévoit que lorsque effectivement quelqu'un veut prendre la tête d'une institution, qu'on puisse voir quelle est son ambition pour cette institution. Si ce n'est pas le cas, alors toute la société est sclérosée. C'est d'ailleurs pour ça que nous nous engageons aussi, et ça c'est vraiment important que nous puissions le dire à nos compatriotes, nous au niveau du CACID de la plateforme citoyenne justice et vérité, nous nous engageons clairement à, je ne dirais pas à conduire, ce serait trop prétentieux, mais à faire partie d'un mouvement citoyen qui désormais dira au chef de l'État, Foresta Simla Nyasingbe, que je respecte, et à tous les responsables qui peuvent prendre des décisions ici et là, que nous voulons les réformes ici et maintenant. Et ce serait le cas dans l'essai de ce mouvement? Non, ce n'est pas forcément, vous savez, aujourd'hui notre pays a eu tellement de regroupements qui ont été proposés que si on annonce aujourd'hui qu'un mouvement formel va être créé, les questions vont se poser de savoir qui sera le leader de ce mouvement, qui sera président, vice-président et qui a quelle ambition à court, à moyen ou long terme. Nous disons simplement que de par les prises de position telles que nous avons devant vous aujourd'hui, de par les lettres ouvertes que nous adressons au chef de l'État, nous participons à ce mouvement d'éveil des consciences où nous expliquons à nos compatriotes que le moment est venu. Pour que lorsque le chef de l'État, dans une interview hier, et peut-être qu'on reviendra là-dessus, dit que les réformes vont être faites par les universitaires, que nous puissions nous rassembler pour dire non. Le premier magistrat du pays, depuis 10 ans qu'il est là, ne peut pas affirmer aujourd'hui que sur la question de la limitation de mandat, il continue de s'interroger. Sa réflexion fait plus de 10 ans. Ça pose un grand problème. À la limite, s'il n'arrive pas à réfléchir parce qu'il y a un certain nombre de pesanteurs au sein de la société togolaise, organisons-nous les gars. Société civile, syndicats, médias, asseyons-nous, faisons-lui des propositions claires. Le chef de l'État a dit que son mandat de 2015 à 2020 est un mandat social. J'ai pris la peine, en venant ici, de prendre un certain nombre de discours et du chef de l'État et d'autres leaders. Et je voudrais partager avec vous un passage du discours que le président Obama a prononcé lorsqu'il était à Accra. Je ne cite pas le président Obama par hasard. Je le cite simplement parce que le Togo actuellement est en train de se battre pour mobiliser des fonds dans le cadre de Millennium Challenge Accounts. Et tout le monde sait que ce fonds a permis au Bénin, au Ghana, au Rwanda, au Mali et à beaucoup de pays de faire des bons qualitatifs assez importants. Et le président Obama, qui est censé nous donner de l'argent, dit quelque chose que je cite. Comme je l'ai dit au Caire, chaque nation façonne la démocratie à sa manière, conformément à ses traditions. Mais l'histoire prononce un verdict clair. Les gouvernements qui respectent la volonté de leur peuple, qui gouvernent par le consentement et par la coercition, sont plus prospères, plus stables et plus florissants que ceux qui ne le font pas. Première citation. Permettez que je donne la deuxième. Oui, le président Obama dit, en ce 21e siècle, des institutions capables, fiables et transparentes sont la clé du succès. Des parlements puissants et des forces de police honnêtes. Des juges et des journalistes indépendants.
un secteur privé et une société civile florissant, ainsi qu'une presse indépendante. Tels sont les éléments qui donnent vie à la démocratie. Parce que ce qui compte dans la vie, parce que c'est ce qui compte dans la vie quotidienne des gens. Quand vous prenez ce discours et bien d'autres, vous voyez clairement que les réformes qui sont proposées et qui doivent avoir pour objectif de déverrouiller les institutions togolaises ne peuvent pas ne pas faire du bien au président de la République lui-même, parce qu'il aura alors la crédibilité pour attirer beaucoup de ressources. Il mènera des actions pour améliorer notre quotidien. Il ne sera pas forcément obligé d'aller contracter des dettes que nous allons payer après. Donc c'est ces éléments que nous expliquons à nos compatriotes. Et nous disons simplement que lorsque le chef d'État dit par exemple que sur la question des réformes, il y a peut-être une commission qui va être encore mise sur pied, qui serait composée d'intellectuels. J'ai lu un peu un proche du chef de l'État notamment, qui a commencé par corriger déjà en disant que le chef de l'État n'a pas dit que c'est seulement les intellectuels, mais qu'il y aura beaucoup de gens. Que cela ne tienne. Mais, et c'est ce que mon frère Teko Agbo disait tout à l'heure, mais la question c'est de savoir, est-ce que l'accord politique global, il n'y avait pas des intellectuels là-bas? Est-ce que l'accord RPTIF, le Premier ministre Humbo est venu avec tout le prestige qu'on lui connaît, et il a annoncé qu'après 6 mois, on ferait les réformes. Il y a eu des pesanteurs. Donc nous espérons simplement que tout ce qui peut y avoir comme pesanteur va être aménagé. Et nous, en tant que citoyens, nous voulons nous opposer à personne. Nous voulons contribuer à la réflexion. À la limite, nous voulons aussi faire des propositions concrètes que nous allons transmettre au chef de l'État, puisque apparemment ça n'avance pas comme on veut. Oui, André Kaniafano, je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que après le premier débat que vous avez organisé, le débat public, est-ce que vous êtes satisfait? Ah oui, nous sommes totalement satisfaits. Comme je vous le disais, notre objectif, en réalité, ce n'est pas d'avoir le monopole des débats publics dans ce pays. C'est de favoriser le maximum d'espace pour que ceux qui gèrent la res publica, la chose publique, pour ceux qui sont à la tête des institutions, puissent avoir devant eux des gens qui leur demandent des comptes. Parce que voyez-vous, chacun de nous, quel que soit l'environnement dans lequel il est, lorsque vous gérez quelque chose et personne ne vous demande des comptes, mais vous faites comme vous voulez. Ça se raconte par exemple que quand vous prenez l'aéroport international de Lomé, le chef de l'État est allé faire une descente une fois et il a constaté qu'il y avait des failles dans les prévisions au niveau effectivement de lorsque vous descendez là, les couloirs que vous prenez pour rentrer dans l'aéroport. Et il a réclamé effectivement que les choses soient corrigées. Pourquoi est-ce que le chef de l'État, lorsqu'il y a des travaux publics, notamment le contournement de Défalé et d'autres, pourquoi est-ce qu'il descend sur le terrain? Parce qu'il a compris que s'il n'y avait pas un contrôle derrière, les gens feraient à leur guise. Et donc aujourd'hui, nous voulons dire aux concitoyens, à nos compatriotes, vous avez le droit d'interpeller les responsables des institutions, d'interpeller la classe publique. Vous avez même le droit d'interpeller le leader de l'opposition. De 2005 à 2015, il y a un certain nombre de revendications que l'opposition formule. Il y a des marches qui ont été faites de 2010 à 2015. Les citoyens ont le droit de questionner Jean-Pierre Fabre, le leader de l'opposition, sur l'efficacité de ces marches-là. Parce qu'on n'a pas à demander aux citoyens... Les résultats. Oui. C'est-à-dire que nous avons le devoir, dans des espaces de débat contradictoires. Voyez-vous, je prends encore la France, les États-Unis, et même le Bénin récemment. Ceux qui ont pour vocation de gouverner les États-Unis, la France, le Bénin, ils font des débats contradictoires à la veille du scrutin. Actuellement, on a comme l'impression que quelqu'un comme Hillary Clinton sera probablement la prochaine présidente des États-Unis. Ouais. Mais vous imaginez que 2 ans avant, elle a dit « Je laisse tomber le département d'État, je veux me préparer pour justement affronter l'électorat. Je veux me préparer pour affronter... » Et les Américains, ils ont un génie extraordinaire. Ils ont mis en face de Hillary quelqu'un qui paraît fou, un Donald Trump, qui a des thèses les plus abracadabratesques. Pourquoi? Parce qu'on veut tester l'efficacité de Hillary, justement pour tenir tête aux thèses les plus folles. Et si Hillary arrive... Il veut chasser les musulmans des États-Unis quand il sera président. Il y a pire que ça. C'est-à-dire que Hillary, on le sait, a fait ses preuves lorsqu'elle était au département d'État, même lorsqu'elle était aux côtés de son mari. Maintenant, ce n'est pas une raison pour dire automatiquement elle va être présidente. Donc le processus est tellement concurrentiel, de sorte que lorsqu'à la fin on dit que vous êtes le responsable d'une institution, tout le monde sait que lui là, il est compétent, il est bon, il est le meilleur. Actuellement, moi je serais attristé par exemple, je n'ai rien contre M. Pitan-Tchala. Mais si à la fin des élections à la HAC, on nous dit que c'est M. Pitan-Tchala qui est le président de la HAC, franchement, après avoir passé autant d'années à la tête de beaucoup d'institutions, quel rêve M. Pitan-Tchala peut nourrir pour la HAC? Quel est l'instance où ce rêve vous sera présenté à vous des médias? Quels sont les critères pour les lire? Si ce n'est pas peut-être parce qu'il est proche du chef de l'État. C'est ça qu'on doit refuser. Ensuite,
Pourquoi est-ce que lorsque vous allez... Vous vous souvenez qu'actuellement, on est en train de jouer la Copa América et on est en train de jouer la Coupe d'Europe. Et à la Copa América, un pays comme le Brésil a été éliminé. Au premier tour. Et moi, je suivais l'actualité. On me dit que pour la Coupe d'Europe, par exemple, le Brésil serait... Excusez-moi, la Belgique serait aujourd'hui le deuxième État en matière de football, n'est-ce pas? Mais la Belgique, il y a 10 ans, n'avait pas ce niveau. Ça veut dire que si vous n'avez pas un processus concurrentiel, un processus qui permet aux meilleurs d'être véritablement aux manettes, non, vous n'avez pas la meilleure option. Or, le Togo, dans le Conseil des Nations, a le droit aussi d'être cité en exemple. On va évoluer parce que le temps joue contre nous. Hein. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, s'est trouvé hier au micro de nos confrères de la Deutsche Welle, la radio allemande, a laissé entendre, je le cite, qu'on ne peut pas demander à tous les pays d'Afrique de s'aligner sur une élimination de mandat à 2 parce que tous les pays n'ont pas les mêmes réalités. Votre réaction rapidement. Non, comme le chef de l'État est le chef de l'État, je ne voudrais pas me permettre de lui répondre. Je voudrais prendre encore, avec votre permission, une citation d'un chef d'État un peu plus compétent, un peu plus reconnu et qui dirige une plus grande puissance pour lui répondre. Le président Obama. Il dit, ne vous y trompez pas. L'histoire est du côté de ces courageux Africains et non dans le camp de ceux qui se servent des coups d'État d'une part ou qui modifient les constitutions pour rester au pouvoir. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts. L'Afrique a besoin d'institutions fortes. La tendance aujourd'hui dans le monde, cette tendance, elle est à la limitation des mandats. Cette tendance, elle est claire, affirmée en Afrique de l'Ouest depuis des années. C'est d'autres pays africains avec un système... L'Afrique centrale, on avait l'Afrique centrale, Sassou Nguesso, les autres, eux, ils font le contraire. C'est les contre-exemples. C'est les contre-exemples, justement, qu'il ne faut pas suivre. Et donc, la question aujourd'hui, elle doit être de savoir, est-ce que lorsque le chef d'État va revenir au pouvoir, excusez-moi, va revenir à Lomé, est-ce qu'il va créer un espace pour vous, les journalistes, vous puissiez l'interviewer? Pourquoi est-ce que le chef d'État va accepter de se faire interviewer par la Deutsche Welle, par RFI et pas par les journalistes togolais? Ensuite, est-ce qu'il va créer un espace où nous, de la société civile, nous pouvons l'interpeller? Enfin, est-ce qu'il peut objectivement nous dire que s'il avait à choisir entre la limitation des mandats et la non-limitation, il serait pour la non-limitation? Et oui, si oui, pourquoi? Des exemples sont donnés souvent pour parler de la Grande-Bretagne, pour parler des pays où, effectivement, l'Allemagne, par exemple, où il n'y a pas la limitation de mandat. Mais les gens oublient que la société allemande, par exemple, de façon structurelle, a des mécanismes pour contrôler la gestion qui est faite par les hommes politiques du pouvoir. La société britannique, au-delà du prestige qui est conféré à la reine, a le Premier ministre qui a la réalité du pouvoir. Donc, ce qui se passe au Togo est simple. C'est un régime parlementaire. C'est ça. Et donc, ce qui se passe au Togo est simple. Nous avons eu, certains s'en réjouissent, d'autres non, moi je ne prends pas position, le président Eyadema Gnassingbé qui a dirigé le Togo jusqu'en 2005. Par la force des choses, son fils est arrivé au pouvoir dans les conditions que lui-même a qualifiées, comme vous savez. À partir de ce moment, et ça le chef de l'État l'a encore dit, il dit qu'il y a eu des efforts qui ont été faits pour légitimer son pouvoir. Ça veut dire qu'il reconnaît un péché originel. À savoir que quand il est arrivé, il n'y avait pas la légitimité qu'il faut. C'est déjà un péché originel. Deuxième chose, pour avoir cette légitimité-là, la légitimité se définit comment? Par le fait que vous prenez une mesure et vous savez que la majorité de votre peuple est pour cette mesure-là. Afrobaromètre a démontré l'année passée que près de 85% des Togolais veulent la limitation de mandat. Ensuite, il est clair que même au sein du parti au pouvoir, il y a aujourd'hui des jeunes cadres que moi je connais, qui veulent diriger la RAC, qui veulent diriger les institutions, qui veulent diriger le Togo demain. Blaise Compaoré a commis l'erreur de penser que c'est lui seul qui était le guide éclairé qui pouvait diriger le Burkina Faso. Il est parti. Roch Marc Christian Kaboré tient les manettes. Donc je refuse de penser que le chef de l'État actuellement ne veut pas laisser de la place pour qu'une autre famille biologique, quoi que l'on dise, c'est la même famille biologique qui est là depuis 50 ans. On ne sera peut-être pas d'accord, mais c'est comme ça. Ensuite, que UNI ait pris la place du RPT, il n'en demeure pas moins vrai que les Bari Moussa Barké, les Nachaba, les Pitanchala, les Solito Kieso, et la liste peut continuer, sont ceux-là qui continuent de tenir le pays. Il y en a qui sont ministres depuis des années. Et l'autre élément, qui est un élément de justice sociale,
c'est que je vais partager une expérience avec vous. Moi, Rapidement. j'ai un proche qui n'a pu bénéficier d'une bourse qu'à la faveur de l'accord RPT-UFC. C'est-à-dire que quand l'accord a été signé, alors J-Chris étant venu, entre guillemets, du bon côté, l'enfant de la personne a pu alors enfin bénéficier d'une bourse. Ça veut dire qu'à contrario, si vous n'êtes pas proche de UNIR aujourd'hui, si vous n'êtes pas proche du pouvoir, vous n'avez pas la chance d'avoir dans votre famille un directeur de société, un ambassadeur, un ministre. Ce n'est pas juste. Pourquoi chacun de nous paye l'impôt? Chacun de nous paye l'impôt pour avoir les mêmes droits en ce qui concerne les opportunités nationales. Et les réformes politiques sont un élément essentiel pour que tous nous ayons les mêmes chances. Non, mais aujourd'hui, il va falloir quand même qu'il y ait une nouvelle effervescence dans le pays, une nouvelle ferveur. Qu'est-ce que la société civile entend faire concrètement pour créer cette émulation? De façon très concrète. Oui. Nous avons clairement dit la semaine passée que le débat public que nous faisons, nous en étions à la première édition. Et c'est l'une des rares fois qu'on a eu sur un même plateau une si grande diversité d'acteurs politiques de différents bords. Et non seulement il y avait cette diversité-là, mais face à eux, il y avait les acteurs de la société civile et il y avait les citoyens. Donc, première chose que nous entendons faire, c'est que nous voulons continuer cette activité-là. Cette activité, je le rappelle, elle a été faite sur fonds que nous avons collectés nous-mêmes. C'est-à-dire personne ne nous a financé pour faire cette activité-là. D'ailleurs, nous sommes endettés, nous avons demandé dans la salle que ce nombre de personnes contribuent. Donc ça, c'est la première activité. Deuxième activité, nous allons continuer par servir de pont. Nous, on a eu la chance, moi j'ai eu la chance, par exemple, de rencontrer des membres du gouvernement. Nous avons rencontré le Premier ministre dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique. Il nous a reçus. Il s'est dit satisfait de la démarche que nous avons menée envers lui. J'ai eu personnellement un entretien de près de 2 heures avec le leader de l'opposition. C'est très important que lorsque nous allons vers X, que nous puissions aussi aller vers Y. Et que sur la base des entretiens, des contacts que nous avons avec les uns les autres, que nous puissions proposer des pistes claires pour sortir. Je ne trahirai pas non plus un secret si je vous dis que la semaine prochaine, il y a une conférence de presse qui va avoir lieu sous la conduite de Maître Degli. Parce que pour faire le point de 25 ans de la conférence nationale. Pour faire le point des 25 ans de la conférence nationale. Ces 25 ans seront célébrés dans un contexte qui est plutôt favorable, effectivement, à l'instauration de nouveaux processus dans le pays. Parce que souvenez-vous que la conférence nationale est intervenue alors que le pays était en crise, on ne savait pas où aller. Il y a eu la conférence nationale. Alors, le 8 juillet marquera donc les 25 ans. Il y a la conférence de presse avec un certain nombre d'événements qui seront organisés. Je peux vous dire qu'il y a des grandes assises qui vont regrouper les acteurs de la société civile qui étaient à la conférence, les membres de l'opposition, du pouvoir et tout. Et nous comptons sortir de cette activité-là avec une feuille de route claire. Et la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est de contribuer à faire des propositions concrètes pour que l'état de droit que les Togolais voulaient instaurer en 1990, que cet état de droit soit enfin effectif dans tous les domaines. Aujourd'hui, quand vous faites le bilan des droits et libertés dans notre pays, on ne peut pas tout peindre en blanc ou en noir. La liberté d'expression est une réalité. La liberté d'association est une réalité. Sinon, je ne serais pas ici en train de parler. Oui. Par contre, dans le domaine de la lutte contre l'impunité, quelqu'un me disait tout à l'heure que le chef de l'État a fait dépenser des milliards pour qu'on achète un scanner pour le CHU. On installe le scanner, on constate que le scanner ne marche pas. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas dit qui est responsable de ça et comment on a fait pour demander des comptes. Le chef de l'État, dans un certain nombre de discours solennels, a annoncé les états généraux de l'éducation et de la santé. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fait. Et notre société paraît sclérosée. Donc, il faut, à la faveur des réflexions qui vont être menées avec les 25 ans de la conférence nationale, projeter l'ensemble des Togolais simplement dans le contexte où il nous faut de vraies solutions. La bonne nouvelle, c'est qu'on nous a dit que le HCRU va organiser un atelier sur les réformes. Le mois prochain. En ce qui me concerne, ce n'est que mon avis. Je me pose des questions sur la portée juridique de cet atelier-là. Parce que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous organisons souvent des ateliers. Et lorsque vous organisez un atelier, vous regroupez des gens, vous faites effectivement l'état des lieux. Et puis après, qu'est-ce que deviendra le rapport? On ne sait pas. Justement, il y a tant de rapports qui sont là, qui refusent d'être exécutés. Je pense... Je vais très loin la commission Kofigo, bien sûr. Le rapport la commission de la réécriture de l'histoire du Togo, la CVJR et plein d'autres. Alors chaque fois on multiplie les ateliers, mais le problème c'est pas d'exécuter les conclusions. Oui, vous savez, vous pouvez vous taper aujourd'hui sur YouTube. Vous voyez le passage du chef de l'État togolais à la COP 21. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit le temps des discours est fini. Il faut passer aux actes.
Et il l'a dit aussi à Lomé, lorsque, il y a quelques années, ses pères de lui et moi venaient. Il dit, quel que soit ce que nous promettons, elles seront lettres mortes si la réalisation n'est pas faite. Je le paraphrase. Donc aujourd'hui, le malaise que nous avons chez un nombre d'acteurs, c'est que justement, on a comme l'impression que ou bien le chef de l'État lui-même, ou bien son entourage, en tout cas, il y a quelqu'un qui fait du dilatoire. Et je pense que c'est le lieu, effectivement, d'appeler un chat un chat. Depuis 2005, les Togolais attendent la refondation des institutions dans ce pays. Ce n'est pas fait. Il y a eu, on peut me parler d'un certain nombre de fautes, effectivement, que l'opposition togolaise a commises dans le processus qui aurait pu nous amener aux réformes. Mais si on prend 2015, où l'opposition n'a pas pu faire des concessions, après, le chef de l'État, lui seul, a assisté à un sommet de la CEDEAO. Qu'est-ce qui l'empêchait? Des fois, les gens vous disent, non, vous savez, son entourage. Mais si c'est son entourage qui pose le problème, au moins, il aurait pu saisir l'occasion de la participation au sommet de la CEDEAO pour dire, ah là, ici, ce sont... Le sommet d'Accra. Oui, le sommet d'Accra. Oui. Pour dire, là, ce sont mes pairs qui veulent développer un certain nombre de bonnes pratiques à l'international. L'histoire de la CEDEAO. Souvenez-vous qu'il y a un certain nombre de textes au niveau de la CEDEAO qui régissent la bonne gouvernance. Je vais en citer deux avec votre permission. D'abord, le protocole, oui, le protocole sur la prévention des conflits. J'abrège même le nom du protocole. Ce protocole a été adopté lorsqu'il y avait les conflits au Libéria et en Sierra Leone. Parce que les chefs d'État se sont dit non, il y a trop de conflits, il faut que nous puissions réguler ça. Après quelques années, ils ont adopté le protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie. Parce qu'ils ont constaté que lorsqu'il y avait des conflits à l'interne, simplement parce que les modes de dévolution du pouvoir n'étaient pas bien précisés. Aujourd'hui, les types de conflits que nous avons en Afrique de l'Ouest, de façon particulière, et au Togo, sont liés au fait que les gens n'ont pas la conviction que si demain il y a des élections, ils peuvent être proclamés vainqueurs. Et ça, ça pose un grand problème. Parce qu'on a comme l'impression, on vous dit par exemple que, les réformes doivent être à l'Assemblée nationale, alors que tout le monde sait qu'à l'Assemblée nationale, il y a une majorité mécanique en faveur du pouvoir. On vous dit, vous passez à la Cour constitutionnelle, alors que tout le monde sait que la Cour constitutionnelle est contrôlée par le pouvoir. La hack. Donc, en fait, on est dans la quadrature du cercle, ou en réalité, d'un cercle vicieux, où quel que soit ce que vous faites, vous aboutissez au même résultat. Le président Faure Gnassingbé est là, ad vitam aeternam. Monseigneur Bariga, si vous permettez encore que je le cite, a dit, à la veille de la présidentielle de 2005, dans une interview qu'il a accordée, je crois, 2015, merci beaucoup pour la précision, dans une interview qu'il a accordée au journal La Croix, Monseigneur Bariga a dit qu'il y a dans notre pays un certain nombre de signaux qui ne sont pas de nature à nous rendre confiance. Je n'arrive pas à trouver le texte, mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chef de l'État est parti dire en Allemagne que nous avons réalisé la réconciliation. Mais c'est alarmant qu'il puisse dire ça, puisqu'il y a des frustrations actuellement en Mango. Nous, au Cassis, nous travaillons avec les victimes de 2005. Je peux vous dire que pas plus tard que ce week-end, l'une des victimes m'appelait encore pour dire à quand notre salut, à quand le bout du tunnel, parce que nous avons perdu tous les moyens. Des gens sont actuellement détenus à la prison dans l'affaire des incendies, alors que beaucoup d'éléments laissent à penser qu'ils ne sont pas coupables. Donc il y a des frustrations dans notre société. Et ce que nous proposons, c'est que le chef de l'État... À titre de conclusion, oui. Ce que le chef de l'État, à son retour, rencontre le leader de l'opposition, qui puisse lui présenter sa vision des réformes. Le président Patrice Talon, quand il est arrivé, a dit, voici ce que je veux pour les réformes. Limitation du mandat présidentiel, désignation des responsables des institutions. Voici ce que je veux. On a chez nous un président qui semble ne pas savoir ce qu'il veut. C'est là où c'est grave. Deuxième chose, en Côte d'Ivoire, le président Ouattara a clairement rencontré M. Afin Guessan et ils ont discuté. Ce qu'il faut, ce n'est pas un cadre où il y a des universitaires. Ils sont attendus. Oui, n'empêche. Mais le principe de la rencontre est très important. Souvenez-vous que lorsque l'année passée, on a annoncé que le leader de l'opposition, est-ce que c'est l'année passée ou avant, je ne sais plus, devait rencontrer le président de la République. Beaucoup de gens attendaient les résolutions qui allaient être issues. Quand ils vont se rencontrer, qu'ils puissent dégager à deux une feuille de route claire où ils vont appeler les autres acteurs et que le processus des réformes soit acté avec un calendrier clair et que ces réformes soient exécutées cette année. C'est la proposition que nous faisons, s'il était permis que nous aussi on puisse leur faire nos propositions. Merci André Kagny-Afanou, madame, monsieur, toutes nos excuses de nous avoir un peu débordé. Merci à tous ceux qui nous suivent sur City FM 89.9 MHz. Merci à nos amis de la diaspora qui nous suivent également sur le www.lcf.com. Merci Fimen Tekwabo. Je vous en prie, Junior. Merci de moi. Vous retrouvez pour d'autres émissions. Oui, pas de problème, je suis là. Merci à l'ami Alirou Chakala, le patron du Courrier de la Rue. Mesdames, messieurs, merci. On se retrouve vendredi pour le dernier numéro. Portez-vous bien et à très bientôt.